chaque jour leur violence. À travers ce documentaire réalisé par Linda Bengali, Caroline Darian, la fille de Gisèle Pelicot, revient donc sur le drame désormais connu de tous qui a ravagé sa famille. Mais quelles sont les questions posées à ce jour par la soumission chimique dans notre société? Eh bien, nous allons maintenant en débattre avec nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau de Débat-Doc. Leila Chawashi est tout d'abord avec nous. Bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes pharmacienne, rapporteure depuis 2021 de l'enquête nationale annuelle sur la soumission chimique et fondatrice du Centre de référence sur les agressions facilitées par les substances, spécialisé donc dans l'accueil et l'orientation des victimes de soumission chimique. En face de vous, Denis Salas, bienvenue à vous. Vous êtes magistrat, enseignant associé à l'École nationale de la magistrature et auteur de ce livre, Le déni du viol, essai de justice narrative, un ouvrage disponible aux éditions Michalon. Puis enfin avec nous, Violaine de Philippi-Sabat, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes avocate, militante féministe, chroniqueuse pour le quotidien L'Humanité et autrice de La Résistance écarlate, les femmes face au nouveau backlash, disponible aux éditions Payot. Ça vient de sortir oui, chez Payot, et donc c'est à découvrir en complément de ce que nous allons nous dire ensemble sur ce plateau, bien entendu, après ce documentaire, qui ne parle pas uniquement d'ailleurs du procès Pelicot, mais qui donne aussi la parole à d'autres victimes que Gisèle Pelicot. Et c'est toute la force d'ailleurs de ce documentaire en matière de témoignage. Nous venons de le voir ensemble. C'est un phénomène nouveau auquel on a affaire lorsqu'on parle de viol, de violence sexuelle, la soumission chimique. Absolument pas. La soumission chimique, c'est vieux comme le monde. D'ailleurs, on le retrouve même dans nos contes de fées, j'ai envie de vous dire, dans la mythologie, la littérature. Tout le monde connaît ici le mythe de Tristan et Iseut. On parlera de filtre d'amour, mais en réalité, en 2025, on parlerait de drogue du violeur. Et c'est vrai dans toute la littérature, mais aussi dans les faits criminels qui sont extrêmement nombreux et qu'on connaît. Tout le monde connaît l'affaire Polanski, par exemple. Peu de gens savent qu'il s'agit potentiellement d'une soumission chimique infantile, puisqu'un médicament est donné à un enfant de moins de 15 ans qui n'est pas en état de consentir avant de procéder à son viol. Donc c'est un exemple. On pourrait parler de l'affaire Fourniret, de l'affaire Dutroux. On connaît énormément de cas et au-delà de nos frontières de Jeffrey Dahmer, par exemple, dans les années 80. Donc c'est vieux comme le monde, y compris comme un sujet de santé publique. Le vrai switch actuellement, puisque c'est déjà dans les années 90 que le GHB va prendre le titre de drogue du violeur. C'est déjà en 97 qu'on fera un premier état des lieux à l'Agence du médicament. On parlera de soumission médicamenteuse. Et donc, en fait, même en matière de santé publique, ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'on sait que c'est un sujet. Par contre, aujourd'hui, il est mis en urgence, grâce à Gisèle, grâce à Caroline et toutes celles qui luttent auprès d'elle pour que ça devienne vraiment un calendrier urgent pour les victimes. Quelles sont les substances utilisées lorsqu'il est question de soumission chimique ? Alors, souvent, on pense au GHB, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais nous, dans nos données, tous les ans... Drogue du violeur, c'était son appellation, effectivement, vous l'avez dit, dans les années 80, 90. Ouais. Tout à fait. Et en fait, le GHB est utilisé en matière criminelle. Je ne veux pas laisser entendre le contraire. En revanche, il est loin d'être le seul agent de soumission chimique. On a surtout des médicaments qui sont utilisés, qui sont détournés. D'ailleurs, au départ, on parlait de soumission médicamenteuse, avant de parler de soumission chimique, pour étendre Et on parle de quel type de médicaments ? C'est souvent des médicaments sédatifs, donc qui vont endormir, fatiguer, fragiliser, des somnifères, des calmants, des antidouleurs, des traitements contre l'allergie qui peuvent avoir ce type d'effet indésirable. Mais ce ne sont pas que des médicaments, je ne veux pas laisser entendre ça. Vous avez aussi les drogues qui peuvent être utilisées. Aujourd'hui, elles sont au coude à coude avec les médicaments. Et là, on dépasse le sédatif, donc ce qui endort. On va avoir des stimulants, des dissociatifs. Concrètement, la MDMA, par exemple, qui rentre dans la composition des comprimés d'ecstasy, et le chef de file depuis 3 années consécutives sur les substances utilisées à cette fin. Là, l'objectif ne va pas être d'endormir la victime, ça va être au contraire de la stimuler, de l'hypersensualiser, d'altérer son comportement pour faciliter son passage à l'acte, ou de provoquer des hallucinations par des dissociatifs pour, pareil, lui faire perdre la notion de la réalité. Mais qu'on l'endorme, qu'on la stimule ou qu'on la dissocie, l'objectif est le même, c'est réduire au maximum ses capacités de défense pour faciliter son passage à l'acte criminel ou délictuel. Mode opératoire, pas nouveau, c'est ce que vous venez de nous dire. Néanmoins, en forte progression, dites-vous. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
c'est pas qu'il est en forte progression, c'est qu'il y a une prise de conscience collective qui est majeure. En fait, on a une levée du voile sur une problématique vieille comme le monde, qui bien sûr peut muter, changer, puisque je vous disais de nouvelles drogues peuvent arriver, etc. Mais c'est un phénomène ancien. Ce qui va être vraiment marquant, c'est d'abord la libération de la parole en automne 2021 avec le hashtag Balance ton bar, qui est un mouvement européen qui a démarré en Belgique, où là on va avoir un projecteur qui est mis sur ces violences spécifiques dans la sphère festive. Mais en France, ça va avoir un écho tout à fait particulier parce qu'on va avoir très rapidement la sortie du livre de Caroline Darian, et J'ai cessé de t'appeler papa, qui va mettre le projecteur sur les violences intrafamiliales de façon générale, conjugales et incestueuses. Et puis après, on va avoir son mouvement qu'elle va lancer et bien sûr l'affaire qui va mettre en cause le sénateur Joël Guerriau, donc avec le hashtag Sénatoport qui va circuler. Donc très rapidement en France, on va avoir sphère festive, sphère privée, sphère professionnelle et le point de non-retour, le point culminant, celui du procès des viols de Mazan avec la levée de ce huis clos, où là, le tournant qui va être provoqué, c'est la mobilisation du corps médical, puisque cette femme, Gisèle, aura erré pendant 10 ans, et on le doute en tout cas que son état de santé s'altère, et en consultant les médecins, ils n'auront pas été en mesure de repérer cette violence et de pouvoir poser le bon diagnostic pour l'aider à s'extraire de ce danger. Alors, le but recherché par les agresseurs, sédation, plus amnésie, c'est ça le principe pour l'agresseur. Pour l'agresseur, la loi est même plus nette que cela, parce qu'il y a à la fois la violence, la contrainte, la menace, la surprise, qui sont les grands thèmes qui sont dégagés dans la jurisprudence depuis déjà pas mal d'années. Ce n'est pas un phénomène récent, loin de là. Donc la loi est venue finalement caractériser le viol selon ces 4 critères. Oui. Et aujourd'hui, on a une vision, grâce au procès de Mazan en particulier, plus précise des choses. Et on voit qu'aujourd'hui, la loi, la législation, mais en même temps les échos du procès, qui le montre très bien, la démarche du juge dans le procès aussi, montre qu'il y a aussi la sidération, l'emprise, toute une série de manipulations qui ne sont pas forcément prévues par la loi, qui commencent à être reconnues, qui voudraient être reconnues par tous ceux qui participent à l'élucidation de ces faits. Ça met tout de même là, un vrai problème du côté des victimes, parce que par exemple l'amnésie provoquée par ces soumissions chimiques, pas de mémoire en réalité de l'agression. Et vis-à-vis du système judiciaire, derrière, on voit les conséquences que cela peut avoir pour une victime. Il y a ce cas où on voit un cas de jurisprudence qui a été manifesté par le défenseur des droits récemment. Une jeune femme est découverte dans la rue en état d'ébriété un beau matin par la police. Elle est arrêtée. Effectivement, elle n'a pas la mémoire de ce qui lui est arrivé. Elle est en quelque sorte amnésique. Et les policiers n'ont pas le réflexe de repérer, d'identifier par intuition, par recoupement, par analyse, par questionnement, qu'elle a été victime de violences sexuelles. Parce qu'elle ne s'en souvient pas. Du coup, ils la mettent en cellule de dégrisement pour effectivement considérer qu'elle était en état d'ivresse manifeste. Et du coup, elle n'est pas en mesure de faire valoir ses droits et de faire valoir les faits qu'elle a subis. L'erreur de raisonnement des enquêteurs annule quelque part l'existence du viol, et du coup, effectivement, le défenseur des droits s'est saisi de la question pour reprocher en quelque sorte aux policiers sa démarche et l'absence d'enquête, l'absence d'analyse concrète de ce qui est arrivé à cette victime. Principalement des femmes concernant les victimes, 90% ou plus, et donc 90% ou plus d'agresseurs qui sont des hommes. Les faits se passent souvent à domicile, majoritairement, et c'est le fait d'un proche en général, premier cercle. Voilà ce qu'on sait aussi sur ce type d'agression aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Je pense que ça remet en question la figure du monstre. On l'a vu avec le procès des viols de Mazan, des viols sur Gisèle Pelicot. La société commence à prendre conscience qu'en fait, on encourt plus de risques d'être violé ou agressé par un proche, quelqu'un en qui on avait confiance, parfois quelqu'un avec qui on était ou voulait être en couple, et que la rue, finalement, est certes dangereuse aussi, dans certaines circonstances, mais paradoxalement les moins que le cercle proche. Et ça, c'est assez nouveau comme prise de conscience collective. Il y a encore du mal et beaucoup de choses à faire avancer en termes de mentalité là-dessus,
puisque je crois que ça fait peur à tout le monde. C'est-à-dire que ça fait peur, en fait, oui, je dirais vraiment à tout le monde, puisque personne n'a envie de se dire que dans notre entourage, on peut connaître un homme qui a agressé ou violé. On a tellement minimisé les violences faites aux femmes aussi que même en tant que victime, parfois, quand on a été agressé ou violé par un proche, on se dit, mais en fait, est-ce que vraiment c'est un vrai viol, puisque c'était pas au coin d'une rue la nuit, en plus c'est quelqu'un pour qui on pouvait avoir des sentiments. Donc c'est vraiment cette figure du monstre qui est complètement en train d'évoluer, de changer. Et Leïla parlait au début des contes de fées. Je crois qu'ils ont aussi joué un rôle plus ou moins inconscient ou conscient là-dedans. C'est-à-dire qu'on met dans la tête des petites filles que voilà, la Belle au bois dormant, elle est réveillée finalement sans son consentement par quelqu'un qui l'embrasse. Et dans une version plus ancienne, elle est réveillée parce qu'elle a accouché d'enfants et que donc elle a été violée pendant son sommeil. Et toute cette, cette culture nous en dit long sur la réalité de la situation actuelle. Pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui ? Alors vous avez été amené à défendre des victimes. Quel est le profil des agresseurs de ces victimes que vous avez eu à défendre ? La plupart des femmes que j'accompagne, mais aussi des hommes, pour ceux qui ont été violés pendant leur enfance ou adolescence, puisque malheureusement ça arrive aussi à des hommes plus spécifiquement, eux, quand ils sont donc petits et ils sont agressés par d'autres hommes. Leurs agresseurs sont de toute catégorie socio-professionnelle et essentiellement des proches. C'est-à-dire que dans le cercle, on va dire, du plus éloigné au plus proche, le plus éloigné que j'ai dans les agresseurs qui a donc violé une femme que j'assiste, c'est des hommes qu'elle connaissait déjà, qu'elle avait rencontrés en soirée. Donc elle les connaissait d'une soirée précédente, elle les connaissait quand même. C'était pas au coin d'une rue par hasard, entre guillemets. Et sinon, c'est très, très régulièrement vraiment l'ex-conjoint ou le conjoint. Parfois, c'est des femmes aussi qui se posent la question de savoir si elles doivent quitter leur conjoint parce qu'elles ont été réveillées avec... alors, c'est cru, hein, mais par exemple, j'ai un cas où elle a été réveillée avec plusieurs doigts de son conjoint voilà, dans le vagin. Et cette femme avait du mal à comprendre en quoi son corps était traumatisé, pourquoi elle sursautait aussi la nuit. Et donc, c'est un chemin qui prend du temps à conscientiser puisque pour elle, elle n'était pas, entre guillemets, une vraie victime. Et pour son conjoint, qui, je ne sais pas si maintenant il l'est toujours d'ailleurs, il n'était pas un agresseur, puisqu'ils étaient en couple et que donc, dans sa tête, c'était soi-disant finalement pas si grave. Oui, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, sur cette question, c'est pour aller dans le même sens. Oui. C'est très important de déconstruire cette idée reçue selon laquelle, là je reprends le prisme de la soumission chimique plus précisément, selon laquelle les victimes seraient des écervelés, entre guillemets, qui laisseraient leur verre sans surveillance, qui n'auraient pas respecté les règles élémentaires de prudence, ne pas parler aux inconnus, ne pas rentrer trop tard le soir et j'en passe. C'est encore des choses qui sont très ancrées en nous. C'est important de dire et de redire et de rappeler, c'est sur la base de nos données, encore une fois, de santé publique. La soumission chimique, ce n'est pas une affaire de prudence, c'est une affaire d'une confiance trahie. On ne le répétera jamais assez. Les victimes laissent leur verre sous la surveillance d'une personne de confiance, acceptent leur verre d'une personne de confiance ou laissent leur verre sans surveillance, comme vous, comme moi, dans un contexte qui va gagner leur confiance. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que quand on va au restaurant, évidemment qu'on laisse son verre sans surveillance. Quand on va danser, évidemment qu'on pose son verre parce que c'est plus pratique dans une soirée privée. Et ce qui n'est pas normal, c'est qu'on vienne vous administrer une substance à votre insu. Je vous dis ça aussi parce que quand on parle des agresseurs, c'est assez évident de le comprendre, vous l'avez très justement rappelé, quand on dit qu'on connaît la personne, on connaît, donc on est censé lui faire confiance. J'aimerais quand même insister sur un point. L'inconnu existe et l'inconnu aussi est familier. L'inconnu ici a un visage extrêmement banal. L'inconnu aussi est rassurant. On est tous des inconnus les uns pour les autres aujourd'hui. Évidemment que je vous fais confiance et c'est normal que je vous fasse confiance. C'est la trahir qui ne serait pas normale. J'insiste là-dessus parce que même quand on parle de l'agresseur inconnu, on imagine ce gars à capuche dans une ruelle sombre où c'est écrit sur son front qu'il est infréquentable. Encore une fois, les choses seraient tellement faciles si c'était comme ça. En réalité, je fais exprès de multiplier les exemples pour ne stigmatiser personne. Donc, le serveur qui vous sert, le patron du bar que vous prenez en sympathie, le chauffeur qui vous raccompagne parce que vous vouliez être en sécurité, etc., l'hébergeur. D'ailleurs, dans l'affaire Pellicot, on a affaire à une famille modèle sur le papier. Exactement. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Tout à fait ce que je voulais compléter. Ouais. Il y a deux affaires criminelles récentes qui vont dans le sens de ce que vous dites. L'affaire Pellicot et l'affaire dont on parle moins, l'affaire Le Squarnec. À le tribunal de Vannes, cet anesthésiste qui a abusé d'enfants sexuellement pendant leur anesthésie. L'affaire Pellicot, c'est très intéressant parce que le mari était insoupçonnable.
il accompagnait sa femme chez le médecin, il l'invitait à se coucher, il était, par les médecins, par son entourage, le père idéal, en quelque sorte, qui ne pouvait pas imaginer un seul instant qu'il puisse être auteur de ces actes criminels. L'affaire Skwarnek est très intéressante parce que c'est encore un cas de soumission chimique par l'anesthésie, parce que le Skwarnek n'a jamais été soupçonné par l'entourage de ses collègues de quelque manipulation chimique que ce soit. Il était au contraire le meilleur médecin, le meilleur chirurgien des cliniques qu'il a fréquentées. Et dans une des scènes à l'audience auquel j'avais assisté, c'est les mères des enfants victimes ont demandé à ce médecin est-ce qu'il ne pouvait pas effectivement sortir de l'hôpital pour éviter des attouchements supplémentaires, parce que les enfants parlaient un peu quand même. Il disait non, c'est le protocole. L'autorité du médecin le faisait quelqu'un d'intouchable et on ne pouvait pas effectivement dire quelque chose de contraire à cette autorité pontificale, en quelque sorte, qui s'avait mis à travers sa bouche. Je vais donner quelques chiffres sous votre contrôle. En 2022, il y avait 1229 soumissions et vulnérabilités chimiques vraisemblables qui ont été analysées par le Centre de référence des agressions facilitées par les substances. C'est votre organisme. Et puis en 2023, 127 personnes ont été bel et bien mises en cause au titre de la seule soumission chimique. 65 procédures ont été poursuivies et les agresseurs ont été condamnés en moyenne à une réclusion de 8,9 mois de réclusion criminelle. Quel problème cela pose aujourd'hui à la justice, le traitement de ces affaires? On bute sur quoi essentiellement? On bute sur plusieurs choses. On bute sur le manque de budget. Et donc, en fait, en n'ayant pas les moyens de faire des enquêtes, les plaintes se retrouvent sous une pile. Et donc, en fait, les femmes viennent déposer plainte et puis elles s'attendent légitimement à être rappelées assez rapidement par la police pour savoir ce qui va se passer, savoir si l'homme accusé va être auditionné, est-ce qu'il y aura une confrontation. Et comme la justice manque de budget, la légère hausse qui a eu lieu ces dernières années ne suffit largement pas. Eh bien, en fait, quand elle dépose plainte, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que parfois, il se passe 8 mois, 10 mois, 12 mois, 18 mois avant qu'elle soit informée d'un classement, alors qu'elles ne savent même pas s'il y a eu des actes d'investigation dedans. Alors parfois, bien sûr, ça se déclenche vite, et quand c'est bien fait, il faut aussi le souligner. J'ai eu le cas dans quelques affaires où les enquêtes, cette année, se sont déclenchées plus vite que dans d'autres, mais c'est là loterie, et ça reste pas la norme. C'est-à-dire que quand une femme est rappelée 10 jours après son dépôt de plainte, et qu'on lui dit « bon, monsieur Untel va être placé en garde à vue, voilà comment ça va se passer », force est de constater que, et je mets des grandes guillemets, elle a de la chance. Donc si on en est à ce taux de condamnation si faible, c'est parce que la justice n'a pas les moyens de faire les enquêtes. Je vais vous donner un exemple très concret. En juin dernier, une policière d'Île-de-France me dit « Écoutez, je suis désolée de recevoir madame, donc la plaignante, plus de 12 mois après son dépôt de plainte, mais on est débordé. Si vous ne m'aviez pas relancé, le dossier serait resté en bas de la pile. » Et elle me dit « Il faut savoir que là, dans ce commissariat, on est entre 4 et 5 enquêteurs ou enquêtrices pour 1200 dossiers de violences intrafamiliales. » Et j'ai eu 2 gardes à vue de décalés dans 2 autres commissariats en juin pour des faits d'agression sexuelle ou de viol. Et à ce jour, je ne sais toujours pas quand est-ce que ces hommes vont être placés en garde à vue. Et les plaignantes ne le savent pas non plus, alors même qu'elles avaient bloqué les créneaux pour se préparer psychologiquement et professionnellement aussi, parce qu'elles doivent banaliser leur journée à une éventuelle confrontation. Est-ce qu'on peut dire néanmoins qu'il y a de plus en plus de dépôts de plainte aujourd'hui et que de ce point de vue-là, les choses s'améliorent un tant soit peu? Alors, du côté des victimes, en tout cas. Ce que justement je voulais préciser par rapport à tout à l'heure, c'est que ce n'est pas une augmentation du phénomène, c'est une libération de la parole, et beaucoup plus que la libération de la parole. Dont vous parliez au tout début d'ailleurs de notre échange. Surtout, exactement, une libération de l'écoute, parce que c'est important de dire que les victimes ont toujours parlé et que là, elles ont parlé suffisamment fort et collectivement pour qu'on ne puisse plus détourner le regard. Donc écoute par le corps médical, d'une part, et ensuite, j'imagine, par la police, et voire la justice, après, plus globalement. Alors, vous avez une augmentation des dépôts de plainte, donc qui est le révélateur de cette libération de la parole, qui n'est pas forcément une augmentation de la criminalité au sens proprement parlé. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que comment est-ce que c'est suivi derrière? Est-ce qu'on a justement, vous le rappelez à très juste titre, il faut que derrière les moyens suivent pour que ces dépôts de plainte puissent avoir une suite qui soit donnée. Après, comme dans tous les phénomènes de libération de la parole, nous c'est quelque chose qu'on a observé au centre de référence sur les agressions facilitées par les substances. Quand il y a eu l'affaire, le procès des viols de Mazan, on a eu énormément
énormément d'appels pour des faits anciens. C'est quand même la signature de la libération de la parole. On a eu énormément d'appels de personnes septuagénaires qui se sont identifiées, reconnues dans Gisèle et qui ont rapporté des viols qu'avant elles attribuaient à un devoir conjugal ou qu'aujourd'hui qu'elles identifient comme étant un viol conjugal, et elles ont suspecté, ne pouvant pas le démontrer, bien évidemment parfois les mises en cause étaient eux-mêmes, enfin les auteurs présumés étaient décédés, on parlait d'une veuve au téléphone et pourtant il y avait ce besoin de partager cette parole. Maintenant, ce qui est important, c'est que la libération de la parole, c'est extrêmement précieux, il faut pouvoir en faire quelque chose, il faut que derrière les choses suivent, parce que si on ajoute à ce grand challenge de s'exprimer sur ces violences la situation d'impasse et d'errance, c'est inadmissible. Donc là-dessus, il faut qu'on soit à la hauteur des enjeux, et la hauteur des enjeux, c'est tout de même, comme le défendent beaucoup de structures, et notamment la Fondation des femmes, de donner les moyens à l'ensemble des dispositifs qui viennent en aide aux victimes, sinon c'est une parole trahie qu'on aura. Alors il y a quelque chose de très important aussi, qui est intervenu à la suite d'ailleurs en grande partie de ce fameux procès de Mazan, c'est cette notion de consentement lorsqu'il est question de définir le viol. J'ai vu que Sandrine Josso, qui est une députée qui a elle-même été victime d'une forme de soumission chimique par un sénateur qui était Joël Guerriot, demandait dans un rapport qu'elle a eu l'occasion de rédiger ensuite avec une de ses collègues sénatrices d'ailleurs sur le sujet, s'interrogeait justement sur cette redéfinition du viol à travers cette notion de consentement. Ça aussi, c'est une des conséquences du procès Gisèle Pelicot, je crois. Absolument. Où en est-on exactement là, sur cette définition du viol en intégrant cette notion de soumission chimique? La loi qui redéfinit le viol en intégrant la dimension du consentement, mais aussi d'autres éléments. Le consentement doit être libre, éclairé, révocable, ça me semble très, très important aussi. C'est dans la loi maintenant. La loi a été votée par l'Assemblée nationale, a été retravaillée par le Sénat et est actuellement en commission mixte paritaire et devrait être promulguée. Donc sénateurs et députés, pour tous ceux qui nous regardent comprennent bien, doivent se mettre d'accord sur un texte final, mais les choses sont en cours. Les choses sont en cours et devraient aboutir avec le nouveau gouvernement, j'espère, assez rapidement. Donc cette loi vient en quelque sorte nous mettre en conformité avec les autres pays européens qui, pour beaucoup d'entre eux, comme l'Espagne, comme le Portugal, ont accepté effectivement cette définition du consentement. J'ajoute un autre point qui me semble très important, sur le point central, pour moi en tout cas, c'est la question de la preuve. La question de la preuve, parce que pour la justice, il faut une preuve pour aller jusqu'au bout d'une procédure. Et le policier, l'enquêteur, quand il n'a pas un élément substantiel de preuve, ne va pas être motivé, ne va pas amorcer une démarche qui peut être longue, avec une certaine réussite à l'arrivée, sans qu'il n'ait pas cet élément-là. Et la preuve, en matière de soumission chimique, c'est l'expertise toxicologique qui est faite par prélèvement, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Parce que si on n'a pas cette preuve, c'est la victime qui va être suspectée d'être en état d'ébriété, etc., et être en quelque sorte coupable de ce qui lui est arrivé. Et ça, ce sont des tests, par définition, qu'il faut faire très très vite, après l'agression. Vous l'avez dit, vous le direz mieux que moi, mais c'est 3 jours pour l'urine et le sang, un peu plus longtemps pour les cheveux. Et d'ailleurs, Sandrine Josso, j'évoquais son nom, cette députée, demande le remboursement de ses frais de tests psychologiques. Et le rapport Josso a cet intérêt majeur les femmes qui ne porteraient pas plainte. Centrer l'analyse sur cette question de la preuve, en soulignant en particulier que dans certaines structures d'accueil de soins, on peut faire les prélèvements sur place avec un laboratoire et le parquet ensuite diligente une réquisition pour effectivement réaliser cette expertise. Donc on avance, je pense, sur ce terrain de la preuve qui, pour la victime, mais pour aussi la justice, est absolument central pour avancer dans la procédure. C'est aussi votre avis ? Oui, alors c'est sûr que la répression, c'est important, bien sûr, puisqu'on est dans une société qui génère énormément de violence et il ne faut pas que ça reste impuni. Maintenant, je me pose aussi la question de la prévention, puisque ne faut pas oublier que la justice a longtemps autorisé les violences faites aux femmes. Si on remonte après la Révolution française, le code napoléonien, eh bien, nous n'avions aucun droit dedans. Et puis, c'est resté quand même très tardivement. Je rappellerai que la première mise en accusation pour viol conjugal validée par la Cour de cassation, c'était 1990. 1990, c'était donc il y a 35 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des jeunes hommes de cet âge-là
qui ont grandi avec des parents qui eux-mêmes ont été éduqués dans une société où le viol conjugal était légal. Donc en fait, on utilise la machine judiciaire pour combattre quelque chose qu'elle a autorisé, et je crois que si on prend le problème à la source, il faut éduquer dès l'école sur les questions de vie affective et relationnelle. Alors réjouissons-nous, théoriquement cette année, c'est censé enfin devenir le cas avec la mise en place dès la rentrée des séances à la vie d'éducation, EVARS ça s'appelle, les séances d'éducation à la vie affective et relationnelle. Malheureusement, il y a des enseignants et des enseignantes qui refusent de les faire. J'ai l'exemple d'une amie, sa fille est en école préélémentaire, et bien elle m'a appelée parce qu'elle me dit: est-ce que tu as un avis à me donner sur comment réagir au fait que l'institutrice a dit qu'elle ne dispenserait pas ces séances parce qu'elle était contre, alors même que c'est une obligation légale, théoriquement depuis 2001. Là, je voulais vous faire réagir sur ce que vient de dire Denis Salas, c'est grande difficulté d'établir des preuves. Vous l'avez dû le constater avec les clientes que vous avez eu à défendre sur ces sujets. Même dans le cas d'un dépôt de plainte rapide après le viol, qui est un dossier que je suis depuis maintenant presque 2 ans, j'ai été saisie pendant la procédure, donc l'instruction était déjà engagée. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que comme la juge d'instruction, qui par ailleurs me paraissait très bien et très formée, malheureusement est sous l'eau, débordée par les dossiers, elle a fait faire le prélèvement de cheveux assez tardivement, alors que le dépôt de plainte avait eu lieu quelques jours après le viol. Donc là, un exemple de dysfonctionnement judiciaire qui peut-être coûtera la preuve dans ce dossier. Toujours en cours, du coup. Je voulais juste revenir rapidement sur la question de la preuve, parce que ça me paraît essentiel. Oui. Vous avez effectivement, tout le challenge, c'est que vous avez une course contre la montre qui s'enclenche. Alors c'est vrai pour toutes les affaires judiciaires, a fortiori pour les affaires de soumission chimique. Les substances s'éliminent extrêmement rapidement dans le sang et l'urine, et ça demande, l'urgence est de réaliser le prélèvement. Ce qui est important à comprendre, c'est ça, c'est que ce ne sont pas n'importe quelles analyses. C'est pas n'importe quel laboratoire qui peut les réaliser. On parle de sciences forensiques, de sciences criminalistiques, donc concrètement, on ne sait pas ce qu'on vous a administré. Donc il faut rechercher toute substance qui peut altérer l'état de conscience ou de discernement. On l'a forcément administré à faible dose, ou en tout cas à dose thérapeutique entre guillemets. Donc vous allez avoir des faibles concentrations, des prélèvements qui sont faits à distance, donc on va être en trace. Il faut être en capacité d'aller, c'est encore une fois une science forensique. Et donc ça, il n'y a que les laboratoires experts et spécialisés qui sont en capacité de le faire avec les machines qui les concernent, ces analyses. Et donc elles sont onéreuses, elles sont définies dans le code de procédure pénale, donc c'est 1 100 € le sang et l'urine, 1 200 € ce sont les chiffres que j'ai également, entre 800 et 1 200 €. Exactement. Extrêmement cher si c'est non remboursé. Ça n'est pas forcément extrêmement cher, c'est le prix de ces analyses. En revanche, ce qui n'est pas possible, c'est qu'elles soient soutenues par les victimes. Donc le débat n'est pas sur le prix, en tout cas, ce n'est pas mon débat à moi. Mon débat à moi, il est davantage sur le fait que ces victimes, si elles souhaitent déposer plainte, elles sont censées avoir ces analyses dans les faits. On sait que ce n'est pas le cas puisque c'est soumis au pouvoir discrétionnaire du magistrat. Donc même les victimes qui ont déposé plainte sont à la recherche de preuves privées, à leurs frais. Et puis de l'autre côté, vous avez celles qui n'ont pas déposé plainte et qui seront aussi dans cette cavale. Ce qui coûte, je finirai juste là-dessus parce que c'est important, ce qui coûte, ce n'est pas les analyses, ce qui coûte, c'est l'errance et c'est le prix des violences. Merci vraiment à tous les trois d'avoir participé à ce débat doc aujourd'hui, après ce documentaire que nous présentions aujourd'hui dans cette émission, pour sensibiliser tous et toutes autour de ce problème des violences sexuelles, du viol par soumission chimique. Merci aussi à Félicité Gavalda, Thibaut Brosset-Ekel qui m'ont aidé à préparer cette émission. Vos réactions, ça sera sur #débatdoc. Nos invités seront là, je l'espère en tout cas, pour répondre à ce que seront vos réactions. Prochain débat doc, ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt.